Bonjour, je suis Diane Lagrange, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes avec Emmanuel Todd. Bonjour Emmanuel Todd, Bonjour Diane, comment allez-vous? ça va? Ça va? Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons faire une émission un petit peu différente des autres. Nous n'allons pas faire du commentaire d'actualité avec vous. Nous allons faire une émission thématique centrée sur le thème de la religion. Alors oui, le commentaire d'actualité, c'est très intéressant, c'est très important, il faut en faire. Mais là, conjoncturellement, j'en peux plus. Trump et les Américains m'ennuient. En fait, voir ce vieillard hystérique animer toute l'actualité, euh, je trouvais que dans le contexte actuel immédiat, y consacrer de l'activité intellectuelle serait dégradant. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, je suis ravi qu'on parle d'autre chose. D'accord, et ben écoutez, c'est très bien. Donc, on va peut-être du coup prendre de la hauteur un petit peu et voilà, faire une émission thématique sur un thème qui est quand même assez central dans votre modèle, avec la place de la religion qui est très importante, notamment dans la défaite de l'Occident, où vous montrez du coup le concept de trois stades de la religion: le stade actif, le stade zombie et le stade zéro. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu du coup ce concept pour les auditeurs qui ne Oui, connaîtraient alors, pas? d'abord, c'est vrai que la religion prend de plus en plus de place dans mon travail d'historien. En fait, j'ai fait l'essentiel de ma vie de chercheur sur l'analyse des systèmes familiaux. Dans une première partie, je dirais, sur le rapport qui existe entre structure familiale et idéologie, en fait, dans ce modèle structuraliste. Et puis ensuite, dans ce pavé qui s'appelle l'origine des systèmes familiaux, une analyse du processus d'émergence de la diversité des types familiaux en Eurasie. Euh, et le modèle étant construit, pour l'essentiel, maintenant, j'en arrive à, comment dire, il, il- il faut être un peu monomaniaque quand on est en train d'installer une nouvelle variable dans l'interprétation historique. Et ça m'a amené à une vision un peu rétrécie de l'histoire, finalement. Mais même dans cette vision, enfin rétrécie est peut-être un mot trop péjoratif. Vous aviez un angle bien particulier en tout cas, Voilà, il voilà. fallait que je construise le modèle, il fallait que je construise le modèle. Mais même dans la construction du modèle, la religion, qui est très souvent en interaction avec la famille, s'est imposée comme une variable de plus en plus importante pour moi. Et, et dans, et, et- et dans, et dans mon travail, la religion occupe de plus en plus de place avec ce paradoxe ultime que c'est dans un ouvrage de géopolitique sur le présent immédiat, je dirais que j'ai atteint la formalisation ultime, en fait, avec ces concepts que vous avez rappelés. Mhm. Donc, la religion active, c'est la religion qui existe. Les gens croient, euh, les gens pratiquent leur religion, les gens essayent de se conformer moralement aux préceptes de cette religion. Et cette religion, qui ne concerne pas un croyant, mais un groupe de croyants, d'une taille qui reste à définir, définit une collectivité. Donc ça, c'est la religion active. Le deuxième stade, c'est la religion zombie, c'est-à-dire que la croyance religieuse, la substance de la croyance disparaît, la pratique de la religion disparaît, mais les valeurs portées par cette religion, que ce soit les valeurs morales ou le sentiment d'appartenir à la collectivité qui partage ces valeurs morales, est toujours là. Et la religion va être remplacée par, on peut appeler ça des idéologies, ou des quasi-religions, ou des, bon, enfin,
idéologie me paraît peut-être. Donc ça va être par exemple la nation, Mmh. l'émergence je veux dire, de la nation, du nationalisme. Dans le cas français, on a le catholicisme s'effondre sur les 2 tiers du territoire national entre 1730 et 1780. Et en 1789, on a la Révolution et vive la nation. Donc et la nation est un concept zombie, en fait. Mmh. Voilà. Et puis, il y a le troisième stade, qui est le stade zéro, où les valeurs héritées de la religion ont disparu. C'est-à-dire où il ne reste, en théorie, plus rien. Et il ne reste rien. Les valeurs, c'est pas tant les valeurs morales spécifiques, euh, peut-être, qui sont les plus importantes. J'y réfléchis, je continue à travailler. Hein. C'est c'est la c'est le groupe partageant ces valeurs qui a disparu. C'est-à-dire, il ne reste plus que des individus, une société atomisée qui n'est plus structurée par une forme venue de la religion. Donc il y a ça donne à la religion une dimension tout à fait capitale dans l'histoire, c'est-à-dire comme une sorte de matrice initiale dont sort le politique et puis dont sort le rien finalement quand elle disparaît, et la formalisation en 3 termes est arrivée dans la défaite de l'Occident, pour analyser un problème précis. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point c'est opérationnel euh, comme système de concept, et à quel point maintenant ça m'aide dans tout ce que je fais par ailleurs en termes de recherche. D'accord. Oui, avec ce concept du coup de nihilisme en fait, vous Oui. arrivez, avec le stade zéro en fait, Alors, c'est un concept oui, important dans la oui, défaite de l'Occident? oui, le stade zéro, ça c'est dans la défaite de l'Occident. Le stade zéro, c'est bah, quand on n'a plus de croyances religieuses et quand on n'a plus de croyances idéologiques de substitution, on est dans le vide. Et l'être humain reste ce qu'il est, c'est-à-dire un animal intelligent qui ne sait pas ce qu'il fait sur Terre, qui ne sait pas pourquoi il vit, il vit avec des gens et comment vivre avec ces gens, une sorte de vide métaphysique, vide social, et dont l'une des conséquences ou l'une des issues les plus fréquentes est une déification du vide. Et donc de cette situation de religion zéro va sortir une volonté ce qu'est le nihilisme, en fait, une volonté de destruction des choses, des hommes, et ultimement d'ailleurs de la réalité. Je sais que ça peut choquer et donner l'impression que je suis un fiefé réactionnaire, mais je prends, alors que je suis plutôt dans le domaine des questions sexuelles ou du féminisme, etc., un libéral ouvert de ma génération, hein, mais les idéologies transgenres, les histoires de changement de sexe, chose qui n'est pas possible génétiquement, je le prends comme un indicateur je veux dire, de nihilisme en son sens ultime, qui est presque plus significatif que la guerre, d'une certaine manière. Voilà. D'accord. Donc, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est, est-ce que vous voyez une différence donc dans ces stades entre, par exemple une religion comme le christianisme? Parce que je pense que c'est beaucoup en pensant peut-être au christianisme que vous avez défini ces stades. Et peut-être où, quelque part, il y a déjà un peu une séparation, par exemple, entre, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, donc une espèce de séparation entre le privé, le public, etc. Et des religions qui sont plus peut-être des systèmes, y compris juridiques, et qui régissent un peu tous les aspects de la vie et de la société, comme l'islam ou le judaïsme, par exemple. Est-ce que vous voyez une Alors, différence dans l'évolution de ces stades?
sur ces différents types, en fait, de... Ben c'est, j'évoquais le fait que cette tripartition en trois phases était très productive, en fait, très opérationnelle. Mais bien opérationnelle dans des sens, dans toutes sortes de sens. C'est comme un outil qui ouvre dans toutes sortes de directions. Alors, c'est vrai que je suis parti du christianisme en général. Mais le christianisme mais je ne suis pas parti du christianisme en général parce que j'affecte des qualités religieuses particulières au christianisme. Je suis parti du christianisme en général parce que je vis dans un pays euh, de sortie du catholicisme, parce que mes autres liens intellectuels sont avec le monde anglo-américain qui est plutôt protestant. Et je ne me suis pas vraiment posé ces questions. Et au stade actuel, euh, j'ai deux problèmes. Et avant même de parler du problème de la restriction au christianisme des concepts actifs zombie zéro, je voudrais dire que j'ai déjà un problème avec le christianisme lui-même et, et qui pose déjà un problème au modèle. Je suis désolé, je fais le chercheur qui continue à chercher. Oui, Et oui. donc, parce que dans le euh, christianisme, il y a le protestantisme et il y a le catholicisme. Je veux dire, dans le christianisme tel qu'il se présente depuis la réforme Et protestante. l'orthodoxie, Oui, alors là, honnêtement, sur l'orthodoxie, il va rien avoir parce que au stade actuel, la théologie orthodoxe est totalement impénétrable. J'avais essayé autrefois, plus tard, il faut, et j'ai déjà un problème. C'est-à-dire, donc moi, je vais faire le chercheur qui a construit un arbre, qui s'est assis sur une superbe branche, et puis qui scie la branche. immédiatement à l'acier. Et là-dessus, c'est que euh, je suis quand même frappé euh, par pour revenir sur cette question de nihilisme, par le fait que le nihilisme me semble beaucoup plus actif et violent en pays protestants. Oui. En pays Oui, protestants, qu'en pays catholique, euh, ça va avoir des conséquences pratiques. Je travaille sur la géopolitique et l'une des formes du nihilisme, pour moi, c'est une sorte de russophobie pathologique dirigée contre un pays qui n'a aucunement l'intention d'envahir l'Europe. Et si on met de côté les Polonais qui ont un rapport spécifique avec la Russie, c'est clairement les pays protestants d'Europe du Nord qui se sont mis dans un rapport pathologique à la Russie, des peuples, les peuples que je considérais comme les plus raisonnables et que j'admirais pour ça, les Scandinaves, les Danois, les Suédois, les Norvégiens, sur lesquels je travaillais déjà dans ma thèse à Cambridge pour les structures familiales, je veux dire, sont rentrés dans un univers paranoïaque, un rapport avec une Russie fantasmée. Être expliqué peut-être par leur histoire, non. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas de problème avec la Russie depuis le XVIIIe siècle. Enfin, donc c'est voilà. Et donc, alors que les pays catholiques, l'Italie, l'Espagne, honnêtement, la Russie, ça ne les motive pas énormément. Ils sont pas dans. Enfin, je les sens beaucoup plus sains, en fait, beaucoup moins menacés par le nihilisme. Donc j'ai déjà un problème, c'est qu'il y a un problème logique très important. C'est-à-dire parce que si la religion zéro, c'est la disparition de toute religion et de toute trace, si vous avez deux pays de religion zéro, comme zéro égale zéro, Ça devrait être pareil. ils devraient être la même chose. Et ils ne sont pas la même chose. Et donc, ça veut dire qu'il reste quelque chose. Donc, je garde ce stade zéro parce qu'il est bien commode et d'application très universelle, mais avec l'idée que c'est une approche imparfaite. Alors, j'ai réfléchi quand même. C'est toujours pareil. Une erreur permet d'avancer. Et ce qui est spécifique du protestantisme, c'est que c'était une religion extrêmement forte, extrêmement exigeante, avec son rapport supposé direct du fidèle à Dieu, à travers les Écritures,
parce qu'on devait apprendre à lire, avec un niveau d'anxiété d'ailleurs, dans le rapport au mal, tout à fait particulier, et finalement une perception assez négative du monde. Au mieux, le monde n'est pas intéressant. Ça amenait d'ailleurs beaucoup d'activités dans la transformation du monde. Donc ça n'a pas que des choses. Mais si vous partez Il y a beaucoup d'un état d'esprit... de destruction d'images, etc., Oui, des iconoclastes. l'iconoclasme était une phase très importante, effectivement, du protestantisme, particulièrement dans le calvinisme. Et, et donc, si vous êtes dans un truc de cet ordre, vous êtes croyant, bah, vous êtes dans votre rapport supposé à Dieu, euh, vous êtes dans quelque chose. Ensuite, vous êtes dans une phase zombie, vous gardez des valeurs structurantes fortes d'appartenance au groupe, ça va. Vous êtes suédois, vous poursuivez la social-démocratie, vous faites des choses tout à fait extraordinaires de transformation sociale, vous définissez la modernité occidentale, en fait. Et puis, mais si vous arrivez au stade zéro, bah, il ne reste plus rien. Et surtout, vous vous retrouvez dans un monde vide, et particulièrement vide, parce que de toute façon, votre religion au départ n'appréciait pas tellement le monde. Voilà. Alors, en contraste, le catholicisme est une religion plus soft. Je veux dire, il n'y a pas le niveau d'exigence. J'ose pas dire moral, mais si, j'ose le dire. Disons que le niveau d'anxiété morale, d'anxiété religieuse est beaucoup plus faible dans le catholicisme. Le sentiment d'appartenance à un groupe est aussi fort, mais l'anxiété est plus faible. Il y a peut-être pas L'absolution existe. Oui, c'est ça. L'absolution existe. Il y a une sorte de tolérance. Et puis, et avec cette religion plus faible, il n'y a pas de prédestination non plus. Donc... il y a moins d'angoisse. Il y a moins d'angoisse. Et puis, il y a surtout reste dans le catholicisme, et presque de façon exagérée après la contre-réforme, un sentiment de la beauté du monde. Vous parliez de l'iconoclasme, bah, la voie inverse a été choisie, c'est-à-dire les images, des rituels splendides. Il y a un sentiment de la beauté du monde dans le catholicisme. Et j'ai l'impression que au stade zéro, entre guillemets maintenant, le stade zéro du catholicisme, il admet la beauté du monde. Donc il vous reste quelque chose en fait, malgré tout. Rien si ça reste, et le protestantisme non. Et c'est évidemment le protestantisme qui va avoir une prédisposition à produire du nihilisme. Et le catholicisme, ben non quand même. C'est pas si même hors croyance, le monde est beau. Je dirais, vous êtes pas là-dedans. Donc maintenant, j'hésite à changer mes typologies. Il faut pas changer de typologie tout le temps. C'est pas la Suisse du matin, la typologie. Hein. C'est pas, donc je me dis, est-ce que peut-être que le stade zéro du protestantisme, c'est pas déjà un stade -1? C'est-à-dire, est-ce que dans le cas du catholicisme, on arrive à un état zéro, et dans le cas du protestantisme, on arrive à un état négatif, en fait, intrinsèquement nihiliste. D'accord, c'est intéressant comme question. Justement, c'est assez intéressant parce qu'on voit par exemple qu'il y a un regain de catholicisme aux États-Unis, influencé d'une part par l'immigration du coup latino-américaine, mais aussi par des conversions. Oui. Donc il y a un changement un petit peu dans cette direction, mais on voit aussi que c'est un catholicisme qui se retrouve en friction avec, récemment il y a eu beaucoup de friction avec le pape, avec donc il y a eu une séquence extrêmement assez hallucinante en fait, avec donc le pape qui a critiqué la guerre des États-Unis d'Israël. Il y a une séquence où Trump a posté une image de lui en Jésus.
où J.D. Vance, donc le vice-président, a critiqué le pape en disant qu'il devrait peut-être pas donner des cours de théologie, ce qui est assez ironique. Après, on a eu l'apothéose avec Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, qui a fait un service religieux dans le Pentagone où il a sorti un sermon, non pas de la Bible, mais de Pulp Fiction. Euh, voilà, on a l'impression qu'en fait, est-ce que c'est pas une espèce voilà, où ils partent un peu dans Oui, où ils voudraient alors, faire du catholicisme, mais oui, mais en partant l'une des choses, complètement sur le... l'un des problèmes méthodologiques qu'on a actuellement, c'est que, ou que j'ai, en tout cas personnellement, c'est que moi je parle de religion zéro, mais en fait le discours politique, idéologique, géopolitique est saturé de religion. Oui, 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 on voit C'est-à-dire que que, c'est au cœur et donc moi, ce que je dois intégrer, c'est pourquoi est-ce que cet âge que je perçois comme de religion zéro est saturé de discours religieux. Alors, peut-être que c'est juste normal que dans un monde où les gens, en fait, n'ont plus aucune croyance religieuse solide, des vraies croyances religieuses, des vraies, hein. Moi, j'ai travaillé sur le 16e et le 17e siècle, je sais comment c'est quand les gens croient en Dieu, vraiment. Dans ce contexte, les gens se raccrochent à des mots et à des conduites qu'ils considèrent, qu'ils appellent religieuses, mais qui sont en fait tout à fait autre chose, ou qui peut-être dans certains cas seraient considérées comme des nouvelles religions. Et c'est sûr Moi, que honnêtement, si, si des gens du Moyen Âge mais débarquaient, vous voyez ça, je pense que non, mais ils seraient vraiment moi, perplexes. je veux bien admettre que ce sont des nouvelles religions, si on y tient vraiment. Je suis prêt à l'admettre à deux conditions. La première condition, c'est que ça ne sont pas, il ne s'agit pas de religion telle que je l'ai définie au départ, comme quelque chose qui donne un cadre moral et collectif. C'est qui est porteur d'une moralité et qui définit une collectivité. Là, les gens dont on parle, Trump déguisé, Vance qui raconte ce qu'il veut, etc., bah, ils disent des choses, ils sont religieuses, mais c'est pas des choses qui fondent une collectivité. Et c'est pas des choses morales en plus. Je veux dire, ce Pete Hegseth, c'est un mec complètement excité parce que des bombardements vont tuer des gens et qu'il trouve ça super. Oui, bah donc Donc ça a je été dirais, condamné donc par le pape. je veux bien leur concéder éventuellement, peut-être un jour, le statut de secte satanique. Puisque, D'accord. voilà. Maintenant, je veux dire, en ce qui concerne... C'est vrai qu'on voit des choses Alors, très étranges en fait avec justement ces espèces de prières. Je sais pas si vous avez vu donc ces espèces de prières dans le bureau ovale oui, avec cette pasteur qui parle en langue incompréhensible en faisant oui. des... Moi, je pense, Ça appartient ni au il protestantisme faut ni pas, au c'est catholicisme. ça, il faut pas dire que ça n'existe pas et il faut pas dire, pour moi, que c'est la religion au sens où je l'entends classiquement. C'est des, je penserais plutôt que c'est des produits de décomposition sociale, euh, euh, des, et que je dirais que tout ça relève plutôt de l'univers grouillant, proliférant, mal défini, du nihilisme, en fait. Je pense que ce sont plus des gens qui crachent sur la religion, au fond, qui, qui, qui sont en train de se moquer de ce qu'était le vrai protestantisme, le vrai catholicisme ou le vrai christianisme, que de gens qui ont une activité et des croyances religieuses. Pour le catholicisme, j'avais noté ça, et en fait, je n'ai pas de réponse personnelle, mais je peux transmettre, je vois de temps en temps Anatole Lieven, qui est un analyste britannique
de ces choses internationales et qui est un type raisonnable, qui dans les conflits géopolitiques actuels, qui cherche des solutions, qui est clairement du côté occidental, mais du côté de la paix aussi. Et j'avais posé la question de ses conversions au catholicisme, et ce qu'il m'avait dit, vous savez, Emmanuel, c'est un phénomène de classe. En fait, c'est-à-dire que l'image du protestantisme maintenant et des évangélismes et des évangélistes, j'espère ne pas trahir sa pensée, euh, est tellement associée à des gens incultes. Et d'ailleurs, les statistiques sur l'éducation montrent que ces gens sont, les évangélistes, etc., sont en bas de l'échelle éducative américaine. Ça, c'est une inversion du protestantisme, puisque Oui, le protestantisme, c'était l'éducation. exactement. Et qu'en fait, Historiquement, ça a si, participé. si on se convertit au catholicisme, en vérité, que ça soit conscient ou inconscient, on se sépare de la plèbe. Oui. Et donc, mais ça, c'est pas super religieux comme concept. C'est Alors des gens. c'est intéressant parce qu'il y a aussi du coup un fort catholicisme des immigrés en fait aux États-Unis. Donc du coup ça devient que deux C'est catholicismes différents. c'est- C'est c'est autre chose. Et on retombe toujours. Le problème, si on cherche à voir la place de la religion dans l'histoire, c'est que il s'agit pas de. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut évacuer. Je dis, on est dans un univers qui est saturé de discours religieux. Donc les gens vous disent des trucs sans arrêt sur le retour de la religion. Euh, alors les gens parlent de leur religion, donc c'est un retour de quelque chose. Ou c'est, enfin plutôt c'est pas un retour, c'est quelque chose d'autre qui apparaît. Moi je m'en tiens à une vision de la religion, je dirais solide. Alors c'est quoi une vision de la religion solide? Ben, les gens croient vraiment en Dieu. Euh, je lisais récemment, j'ai lu un livre de Jacques Bouvresse, Mhm. qui était un philosophe spécialiste du positivisme logique anglais, qui lui était un rationaliste et très en guerre, il est décédé, mais très en guerre contre le, ce- certaine complaisance vis-à-vis du phénomène religieux, et dans lequel ça m'a permis de comprendre, il y a quand même une grande différence entre croire et avoir envie de croire. C'est-à-dire que on voit bien que l'absence de religion nous met en grande difficulté sociale. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Et, et, on, et ça peut créer une certaine forme de nostalgie en fait. On se dit, bah, euh, essayons de retourner aux croyances d'antan. Alors c'est assez intéressant parce que de ce point de vue-là, il y a un peu un hiatus entre les États-Unis et l'Europe, où on voit qu'aux États-Unis, c'est plutôt, historiquement, c'est un pays beaucoup plus religieux qu'en Europe, hein, mais c'est plutôt les anciennes générations qui sont croyantes et les nouvelles qui se désaffilient. En fait, il y a énormément de gens qui quittent. Je crois que c'est 30 à 40% des adultes qui changent de religion au cours de leur vie, et c'est plutôt en fait qui sont élevés dans le protestantisme ou le catholicisme et qui abandonnent, alors que en Europe, on voit plutôt un phénomène un peu inverse avec des nouvelles générations qui sont beaucoup plus croyantes que les anciens en fait. Le problème, c'est, oui, c'est très juste, il y a des grandes différences. Je crois que le niveau de sécularisation euh, atteint par l'Europe euh, a été beaucoup plus grand que le niveau de sécularisation atteint par les États-Unis. Et je pense pour des raisons très sociologiques, parce que euh, en Europe, il y a l'État, il y a la sécurité sociale. La société avait pris une forme quand même très stable et définie et globale, sans la religion au final. C'était l'État social, etc. Aux États-Unis, non, c'est beaucoup plus fou, l'État social est beaucoup plus faible, et le besoin d'appartenance
euh, était social, était en partie ou largement satisfait par l'appartenance à des groupes religieux, Oui, qui étaient oui. multiples avec une croyance comme une en Dieu. Ça Mais structurait il y avait les un églises. élément Oui, oui. sociologique dans la nécessité de la religion aux États-Unis. Mais vraiment maintenant, le problème, c'est euh, le gros instrument d'analyse de la religion maintenant, ou des croyances religieuses, c'est le sondage d'opinion. Et c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas. Mais vous pensez que c'est pas un bon instrument? C'est pas possible. Le sondage d'opinion dit croyez-vous en Dieu? Alors, déjà, le sondage d'opinion nous dit que les gens ne croient plus à l'enfer. Donc, déjà, ça définit les religions actuelles comme super molles, hein, dans un contexte chrétien. De l'enfer, c'était du sérieux, c'était du solide. Et donc, euh, euh, mais je crois que les gens eux-mêmes ne savent pas, ne savent pas ce qu'ils disent. Mais c'est aussi parce que les gens ont perdu conscience de ce que c'était que de croire autrefois. Si vous travaillez sur les guerres de religion, hein, ou sur les affrontements entre catholiques et révolutionnaires français pendant, mettons, Les les guerres guerres de de Vendée, même les catholiques et les protestants, donc ils ont des conceptions différentes des moyens d'accès au paradis. Hein, le baptême, le libre arbitre, le salut par les œuvres pour les catholiques, et puis la prédestination pour les protestants. Et ils s'entretuent au nom de ces conceptions différentes de l'accès au paradis. C'est des croyances fortes. Et quand vous voyez des débats, quand je travaillais là-dessus, je me disais, mais j'avais l'impression de voir des syndicalistes CGT et CFDT discuter sur l'échelle des salaires, sur ce que devrait être. C'était complètement vrai. C'est-à-dire, c'était complètement vrai. Et, ben, la révolution scientifique est passée là-dessus. Les gens ne peuvent plus faire, euh, ne peuvent plus considérer la religion comme une explication totale du monde, quasi scientifique, autant que morale, etc. Et je vais croire est vraiment très difficile, même si on veut, avec une, je sais de quoi je parle parce que ça serait assez la situation. J'aimerais beaucoup croire et j'y arrive pas. Je veux dire, c'est juste, je peux pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment. Et donc, tout ce qui se passe est très évanescent. Les, moi, je pense qu'il faut passer toujours. Il, il faut passer chaque fois qu'on peut du, euh, euh, du sondage d'opinion, on va dire, hein. Croyez-vous en Dieu? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, à ce que font les gens. Moi, je vois Trump avec ses déguisements, je vois Pete Hegseth, je vois en association avec Israël les assassinats avant même les dirigeants iraniens, les assassinats de malheureux pêcheurs sortant du Venezuela et dont on dit qu'ils sont porteurs de drogue et on les fait dézinguer par des drones. Je veux dire, je veux dire, des gens qui font ça ne peuvent pas croire, oui, ne peuvent pas être dans un système religieux ou alors un système satanique d'inversion des valeurs religieuses. Vous voyez, voilà. c'est bien. Bah, Mais historiquement, moi, il y a toute ma beaucoup vie, de massacres, effectivement, qui ont été en fait, si vous commis voulez, au nom de la religion. Donc, depuis que je fais de la recherche, ça doit faire un demi-siècle, j'entends parler du retour de la religion. J'entends parler du retour de la religion. Et en fait, ce que je constate, c'est que les comportements sont de moins en moins cadrés par des valeurs religieuses
traditionnelle. Alors c'est intéressant parce que vous citez justement la révolution scientifique, le rationalisme, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi en crise là-dessus en fait? C'est-à-dire que quand on voit justement les générations actuelles sont justement remettent de plus en plus en cause en fait ces paradigmes-là. Il y a beaucoup plus de gens qui se méfient de la science en général, qui ne sont pas du tout dans des voilà, qui ont justement des croyances, que ça soit New Age ou la biodynamie ou des choses comme ça, en fait, qui sortent en fait justement Ouais, du cadre rationaliste, ouais. qui était peut-être lui-même un peu un héritage Ouais. du catholicisme un peu. Donc c'est Mais je sais pas comment dire, j'ai vraiment réfléchi sur le bouquin de Bouvresse. Après, j'ai lu des essais de Bertrand Russell, euh, Why I'm Not a Christian, hein, pourquoi je ne suis pas chrétien, qui était aussi sur une position de résistance aux complaisances. Les deux sont sur des positions de résistance, c'est pas à l'époque, mais puisque Bouvresse commente Russell, bon. Par exemple, enfin, je sais Mais, pas, on voit le pouvoir des mais, cristaux ou oui, les trucs de oui, sorcières ont beaucoup de oui, succès mais, en ce moment oui, auprès des jeunes, en fait. je crois que c'est intéressant. Moi, la lecture du bouquin de Bouvresse m'a vraiment énormément apporté. Et euh, parce que lui, il est vraiment sur une position de défense rationaliste, genre, faut pas lâcher, hein, mais euh, et il parle de Durkheim, qui avait écrit beaucoup, la religion est très centrale, en tant que matrice sociale, est très centrale dans Durkheim, et, euh, et l'un des traits communs à Durkheim et Russell, si j'ai bien compris Bouvresse, euh, c'est que ils, ils faisaient le constat d'une disparition de la religion, d'une disparition nécessaire, mais ils avaient conscience en la capacité structurante pour la société des valeurs rationalistes. Mhm. C'est-à-dire que Durkheim ou Russell pensaient qu'on pouvait définir euh, des sociétés cohérentes, stables, unies, sur la base de ces valeurs individuelles, rationalistes, etc. Mais et ce qu'on est en train Excusez-moi, de, du positivisme, un peu, oui, c'est ça, et tout à fait. Et donc, mais ce qu'on est en train de découvrir à l'état zéro, c'est que ça ne marche pas. C'est que ça ne marche pas. Et du coup, c'est là que je dis que mes critères sont opérationnels. Je dis, ah bah oui, Durkheim et Russell étaient des intellectuels typiques d'une période zombie. C'est-à-dire d'une période où, quand même, pour la majorité des gens, les cadres mentaux hérités de la religion, même s'ils n'étaient plus croyants, étaient toujours là. Et maintenant, au stade zéro, eh ben, ce qu'on a, c'est pas du tout le triomphe des valeurs rationalistes, qui ne suffisent pas à la vie humaine et qui ne définissent pas une collectivité. Ça donne des individus qui sont seuls face à leurs doutes, euh, alors que ce soit un nihilisme grave en pays protestant ou un presque pas nihilisme en pays catholique, et surtout en Italie où tout est beau et il suffit de se promener dans les rues pour avoir foi en l'humanité. Mais ça ne suffit pas. Donc on est à l'âge du développement personnel. Très bien, le développement personnel, pourquoi pas, mais on a des individus qui ne sont pas du tout euh, immensément élargi en tant qu'individu par la disparition des contraintes religieuses collectives, etc. On a des individus qui sont en fait diminués par leur solitude, parce que les contraintes de l'activité, eh ben, c'était aussi l'introjection du surmoi dans les personnalités, l'introduction du sens de l'honneur, du devoir, un sens de la vie, le sentiment d'aller quelque part, quelle que soit la croyance, en fait. C'est ça le paradoxe. Je veux dire, à la limite, une croyance absurde, si elle n'est pas trop néfaste, vaut mieux que pas de croyance du tout. Et donc, on a tous ces phénomènes, mais
On a des individus qui vont se tourner vers tel ou tel truc, mais des individus ou une collectivité où chacun se fabrique sa petite croyance religieuse personnelle, à laquelle d'ailleurs il n'adhère pas fortement, n'est pas du tout quelqu'un qui revient à la religion en tant que cadre sociologique, cadre d'action collective fondamentale. C'est simplement des individus qui sont dans un peu perdus, dans un processus de recherche qui les mène nulle part. Et on ne sait toujours pas où on va. Hein, c'est quand même... Alors moi, j'avais une autre question. Mais ça produit ce monde saturé de discours religieux, mais dont la réalité est qui croit de plus en plus à rien. Oui, ou effectivement, ça peut être Je ne voudrais pas avoir l'air d'en parler légèrement, parce que c'est quelque chose que je ressens personnellement. Ça peut être un vraiment, terreau. j'aimerais beaucoup croire, mais j'admets que je n'y arrive pas. Je fais des efforts, mais je ne peux pas, et donc je me demande... cela dit, je voudrais préciser des choses. C'est quand je dis que les cadres hérités de la religion nous manquent, je suis pas tant que ça sur l'idée de moralité individuelle. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des discours, bon, je vois bien que les niveaux éducatifs baissent, je vois bien que les incivilités augmentent, mais je n'ai pas le sentiment de vivre dans un monde où les gens sont tellement plus immoraux. On en avait discuté, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais j'ai revérifié ce matin l'évolution des taux d'homicide. Oui. Les taux d'homicide. Non, depuis 92, le taux d'homicide a été divisé par 2 en France. Oui. Et quant aux tentatives d'homicide, eh ben, si les gens deviennent maladroits ou s'ils déclarent plus, on n'en sait rien, mais une société... Je crois que la médecine a fait beaucoup de progrès, en fait. Donc on sauve beaucoup plus de gens qui... Oui, on dit ça. Mais c'est très récent, mais ça, il y a eu quand même une baisse par rapport, justement... J'ai pris la date du traité de Maastricht pour me faire du mal, puisque j'aime bien penser que tout va plus mal depuis le traité de Maastricht, mais honnêtement, depuis le traité de Maastricht, le taux d'homicide était presque divisé par 2. Alors, cela dit, l'une des explications, c'est que la population est plus âgée, et que les vieux sont beaucoup plus calmes, et que la chute du taux de testostérone assure mécaniquement une baisse du taux d'homicide aussi. Donc il ne faut pas idéaliser. Oui. Mais je n'ai pas le... Mais ce qui me paraît vraiment problématique dans la situation des sociétés avancées, c'est l'absence de la dimension de cadre et de projet collectif qui venait de la religion. Le sentiment d'appartenir à un groupe qui va quelque part. Une expression qui peut être absurde, mais le sentiment d'aller quelque part ensemble. Alors, on va ensemble d'abord en tant que chrétien, que catholique, que protestant. On va ensemble en tant que citoyen de la grande nation française. En version négative, on va ensemble en tant que sujet du Troisième Reich allemand. C'est une idéologie zombie aussi. Hein. Oui. Mais bon, voilà, c'était assez efficace. Hein, c'était du collectif. Et là, on arrive dans un monde où il y a plus rien. Moi, je ne pense pas les gens... Il peut y avoir des phénomènes sectaires, en fait, justement, qui peut, avec des espèces de micro... des gens qui recréent ça, mais à petite échelle, en fait. Oui, mais ces sectes, il y a des moments où je me dis, bah oui, ça a très bien été montré par le sociologue de la religion Rodney Stark. Oui, il m'amuse parce que je trouve ça un nom de boxeur. Mais en fait, serait-il très fin, je ne sais plus si c'est encore vieux, très vieux, qui a écrit un bouquin sur la christianisation de l'Empire romain. Mm-hmm. Et dans lequel il montre, vous savez, si on lit des phénomènes sur le christianisme, le souvenir que j'en garde, puisque, quoique d'origine juive, je suis baptisé, je fais mon catéchisme, donc rien de ce qui concerne le catholicisme ne m'est étranger. J'ai même été lavé du péché originel par le baptême.
comme il se doit, mais le souvenir que j'en garde, c'est d'un message triomphal. Je suis la voie, la vérité, la vie, etc. Et puis de gens qui se convertissent en masse, un truc comme ça. Hein. Voilà, Dans les faits, ça a été... pas ça du tout. Exactement. Dans les faits, ça a été de toutes petites communautés auxquelles les gens adhéraient par relation interpersonnelle. Et parce que dans ces petites communautés, ils trouvaient une sécurité sociale, au sens le plus général du concept, euh, quelque chose, un sentiment d'appartenance à un groupe qui se désintégrait partout dans l'Empire romain et en particulier dans les mégalopoles comme Antioche, Alexandrie ou Rome. Et on se dit, et donc en fait, Randy Stark étudie le processus de diffusion de ce phénomène. Je crois qu'il définit une très belle courbe de logistique pour expliquer l'accélération des conversions au christianisme comme un phénomène de diffusion. Et donc, il y a des moments où je me dis, ben, peut-être qu'on est au début d'un truc comme ça. Mais en fait, non. Je veux dire, non, parce que les chrétiens de l'époque croyaient vraiment à la vie éternelle. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire la religion romaine était très justement une religion civique, donc on Voilà, peut penser bah, que l'éclatement de l'Empire, en oui, fait, a complètement fait voler en oui, éclats. mais la mécanique, voilà. Donc en fait, effectivement, l'émergence du christianisme euh, peut tout à fait, on peut au départ tout à fait établir faire un parallèle entre la désintégration des religions romaines ou grecques ou autres, ou égyptiennes, dans le cadre d'un empire romain économiquement globalisé où tout ça perd son sens. Et puis le christianisme est un truc, c'est pas très respectueux ça, est une religion de restructuration, de réintégration des individus dans des communautés d'un ordre différent. Donc là, on vit la désintégration des croyances anciennes. Il n'y a pas de problème. Et aussi dans un monde d'ailleurs globalisé où... Mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau, en fait. C'est-à-dire, je trouve que croire dans l'état actuel des sciences devient extrêmement difficile. Mais pourtant, dans beaucoup de pays d'Europe, en fait, c'est justement les jeunes générations qui sont les plus... Qui disent qu'elles croient. Et combien de temps ils vont croire? Et combien de temps ils vont rester jeunes? Ça, c'est sûr que pas très longtemps. Mais effectivement, on peut penser qu'il risque d'y avoir des évolutions. Moi, les évolutions que j'attends, là, c'est ne résulterait pas d'une dynamique proprement psychologique ou religieuse, mais d'un choc de pauvreté. C'est-à-dire que là, on approche, hein, Oui. avec la fermeture je suis de passer d'un sujet à un autre, mais c'est le même sujet, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, l'irresponsabilité des élites internationales, la cessation des transferts de matières premières auxquels les gouvernements ne réagissent pas, en fait, comme si c'était pas vrai, sans sentiment d'urgence. J'ai quand même obtenu d'un voisin en Bretagne qu'il plante des pommes de terre. Donc, dès que j'y suis, je m'y mets. Et peut-être que dans la pauvreté, dans la souffrance, les gens trouveront les ressources d'une adhésion collective renouvelée. Mais honnêtement, l'adhésion collective renouvelée possible, pour moi, c'est la nation, c'est pas la religion. Parce que et pourtant, Français, on voit on l'est. que dans les... Bah justement, c'est quand même pas très développé. Justement, il y a pas forcément un énorme regain de... La nation, pour le moment, c'est zéro. Voilà, pour le moment, exactement. oui, Et on voit qu'il n'y a pas non plus beaucoup, alors que pourtant les inégalités ont beaucoup explosé, etc. Il n'y a pas non plus de regain de la lutte des classes, du marxisme. Enfin, oui, mais là, oui, c'est ça. Mais on verra quand on aura faim.
C'est, Ça, oh là c'est là, le... en fait, j'ai pas répondu à votre question initiale, hein. Alors, quelle était ma question initiale, du coup? C'était là, on est toujours dans le cadre du christianisme, en fait. D'accord, oui, 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 effectivement. On est toujours dans le cadre du christianisme et, euh, et la religion, ça n'est pas que le christianisme. Alors, la question s'est posée pour moi d'abord lors de mon dernier voyage au Japon, quand même. Mhm. Alors, c'est rigolo parce que les Japonais vivent avec l'idée qu'ils sont religieux, donc ils sont clairement au stade zéro. Euh, mais c'est une fausse conscience historique extraordinaire, parce que le bouddhisme a une histoire extrêmement spectaculaire au Japon. Il y a eu des ligues paysannes bouddhistes, je veux dire, je veux dire, en insurrection contre le pouvoir central, qui n'ont rien envié à la révolte des paysans allemands sous Luther, hein. Pourtant, les rituels au Japon sont toujours très observés. On dit toujours qu'on on est là-bas dans la religion Shinto, en fait, parce qu'il y a toujours les rituels comme ça. Oui, Souvent, il y a des mariages qui sont entre guillemets chrétiens, donc bon, avec une robe mhm. blanche et Quand même, vous voyez. voilà, Ouais. et qu'on meurt bouddhiste, hein. Et donc, il y Ouais. a toujours des rituels de C'est des funérailles rituels, bouddhistes mais qui... le Japon est un pays d'observance de règles hiérarchiques, héritées des structures familiales. Il y a quelque chose qui tient au Japon. Alors là, je parlais de Et il y a structure. toujours des inaugurations de magasins, de tout ça, où il y Ouais. a toujours le prêtre Shinto qui vient bénir le magasin. Ça se fait toujours aujourd'hui, en fait. D'accord, mais c'est toujours pareil. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a il y a le- il y a aussi le domaine des croyances magiques, donc, dont on n'en a pas parlé. Voulez-vous que je fasse une révélation sur ma vie intime Je pense que ça intéressera beaucoup les spectateurs. qui, Donc. je pense, me perdra la confiance de nombreux lecteurs. Mais vous verrez que c'est, voilà. Je veux dire, dans ma famille, j'ai hérité d'un tabou sur la couleur jaune. D'accord. C'est-à-dire, c'est parce que le frère de Ça mon... porte malheur, c'est ça? Ah, c'est affreux. C'est affreux. Enfin, je sais pas, puisque le, le frère de mon arrière-grand-mère anglaise portait une écharpe jaune quand il a été tué à la bataille d'Ypres. Et D'accord. donc, est resté dans la famille l'idée que le jaune portait malheur. Et comme ça m'a été inculqué dans mon enfance, Donc, mais vous n'avez aucun vêtement jaune? aucun vêtement Ah jaune, oui? je veux dire, s'il y a une serviette jaune dans la salle de bain, je suis capable de me dire, ah non, non, je vais me lancer là. Je vais oser, mais je ne peux pas. Là, on est dans un truc de superstition qui Ah n'a rien à oui, voir. bah, c'est un peu ce que je vous disais Alors avec les honnêtement, sectes et les cristaux et les honnêtement, rituels magiques. j'en ai libéré mes 4 enfants. Vous voyez, c'est fini, c'est fini. D'accord. C'est-à-dire, vous leur avez pas dit, en fait... Alors, je ne sais pas si c'est de l'opposition, mais ma fille cadette, Louise, m'expliquait tout à l'heure que sa couleur préférée était le jaune. Voilà. D'accord. Mais alors, quand C'est même, comme le verre au théâtre. elle en parlait. Oui, Mais oui, on ça, n'a pas le bon, droit voilà, de bon. porter du verre. Voilà, et ben donc ces superstitions existent, mais là, on est dans quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui doit avoir un sens psycho-historique, mais qui n'est pas la religion. C'est pas le genre de croyance qui va structurer la société. Je veux dire aussi, si on était dans une société où tout le monde a un tabou sur le vert ou le jaune, Mhm. on aurait une structure sociale. Et si il y avait un projet social d'élimination du jaune ou du vert par une révolution industrielle d'un type particulier, on serait dans du collectif. Mais c'est pas du tout ça. Alors, quand même pour le Japon, j'étais arrivé à la conclusion que pas tellement à cause du bouddhisme, mais plutôt à cause du Shinto, il y a une attitude positive vis-à-vis de la beauté du monde. Donc, en termes de potentiel nihiliste faible, j'avais classé le Japon à côté des catholiques.
en D'accord. fait. Oui, ou comme les religions Mais, animistes, en fait, parce que c'est justement, mais c'est la nature, en je fait, le sais pas, chaos, c'est le... mais en fait, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que là, on posait la question de l'incapacité de ces efforts religieux individuels euh, dans nos sociétés. Enfin, moi, je disais, ben, c'est peut-être nécessaire pour les individus, c'est touchant, c'est noble, mais en termes de résolution du problème fondamental des sociétés occidentales, ça ne mène nulle part parce que ça ne fonde pas de collectif. du collectif et un projet collectif, et c'est pas ça qui va servir de levier pour reconstruire notre industrie. D'accord. Pour nous libérer de l'emprise des États-Unis, de l'emprise de l'Allemagne, donc à ça. Mais il y a quand même, donc là on est dans l'interne, on est dans une problématique interne du christianisme. Ça m'est apparu à Tokyo en discutant avec Peter Thiel, cet homme que vous ne supportez pas. Je suis critique. Et avec qui j'aime bavarder, donc c'est déjà un concept, voilà. Mais moi, je percevais Thiel comme enfermé dans une problématique, même pas chrétienne, mais protestante, en fait. Mais il y a tout le reste du monde. C'est-à-dire, les efforts religieux actuels ne restructurent pas les sociétés occidentales, mais en plus, ils ne nous rapprochent pas du reste du monde. Il y a le monde musulman, il y a le monde hindouiste, il y a la Chine, il y a le Japon, et, et, mais par contre, alors là, par contre, les concepts que moi j'avais tirés de l'analyse de la sécularisation en pays chrétien me semblent assez largement applicables. Comme par exemple, maintenant, quand je pense à l'Iran, je mets l'Iran au stade zombie. C'est-à-dire, tous les gens sont là à parler de l'Iran comme du pays des mollahs. Donc, enfin, tout le monde, là, les gens sont plutôt en train de comprendre que c'est le pays des ingénieurs et que c'est pas des mollahs qui construisent des fusées et que c'est plutôt des ingénieurs. Non, mais peut-être que ça va ensemble, en fait, comme... Donc, je pense que l'Iran, quelque part, dans cette conceptualisation historique qui fait de la religion la matrice initiale, est passé. Alors d'abord, je vois la révolution islamique comme beaucoup de phénomènes intégristes, comme une phase d'hystérisation de la religion qui naît du doute religieux. C'est-à-dire les gens apprennent à lire, à écrire, ils commencent à réfléchir, et dans un premier temps, donc ça met en question les rapports entre générations, entre hommes et femmes, et dans un premier temps, ça produit une crispation intégriste. Et je mettrais là... Vous faisiez le parallèle avec l'Angleterre de Cromwell, hein. Tout à fait, tout à fait. Le protestantisme, au départ, est terriblement une sorte de crispation intégriste, en fait, et qui donne tout à fait autre chose. Mais l'histoire continue, les études supérieures se développent à une vitesse folle, les mosquées sont vides. Et pour moi, si je dis l'Iran est zombie, on se dira non, méthode, il aligne des mots qu'il a inventés, qu'il faut rioler, mais ça nous mène nulle part. Mais je disais, le stade zombie, premier stade zombie pour la France, c'était Révolution française, vive la nation et la nation française. Stade nationaliste. Enfin, si je dis Iran zombie, je dis révolution, crise de transition, vive la nation. Et donc, on a une approche très efficace
de ce qu'est la réalité de l'idéologie mentalité qui structure l'Iran actuellement. C'était peut-être aussi en réaction avec du coup la période antérieure en fait, que ça soit parce que la Révolution française c'était aussi peut-être une révolte contre un clergé qui était perçu comme justement déjà pas très patriote et parasitique, on va dire. Ouais. Alors que en Iran, il y a eu aussi peut-être du coup une révolte contre une libéralisation qui était perçue comme étrangère en fait. Oui, oui, mais l'Iran, moi c'est ce que je reproche fondamentalement aux Anglo-Américains qui savent très bien que la religion peut porter la révolution et le progrès, puisque en Angleterre c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'est pour moi assez facile de concevoir. Je ne dis pas que ça exclut la violence, hein, il y a eu de la violence. Mais je conçois tout à fait une révolution qui peut être démocratique et religieuse, en fait. Et c'est ce qui s'est passé en Iran. Mais Il y a eu quand même l'important. le massacre des communistes. Mais en France, on a eu les massacres de septembre, le massacre des Vendéens. Je n'ai pas dit que la Oui, tout à révolution. fait. Vraiment. En Angleterre, il y a eu une guerre civile quand même. Et Cromwell a émergé comme chef militaire, hein. Les Anglais n'aiment pas trop se rappeler qu'ils ont produit l'une des premières grandes dictatures militaires de l'histoire moderne du continent, la dictature de Cromwell. Mais là, si on a ces catégories religieuses, on peut mieux appréhender la situation historico-sociologique de l'Iran. C'est un pays qui a une formidable cohésion, mais qui est en fait déjà une cohésion nationale. Et on peut comprendre pourquoi, dans ce pays, avec cette cohésion nationale implicite, qui n'exclut pas les conflits de classe. Les classes ont un autre niveau d'appartenance collective. Et en France, le conflit de classe et la nation apparaissent en même temps. C'est une sorte de surcharge de collectif. C'est le contraire de ce qu'on a maintenant ici. Et donc l'Iran a ça. Et alors là, on comprend mieux pourquoi le plan imbécile du Mossad, de la CIA, de décapiter 50 ou 100 dirigeants iraniens ne produit aucun effet sociologique, parce que l'Iran bénéficie de cette cohésion nationale du stade zombie. Je n'ai aucun doute. Oui, on voit que c'est pas quelque chose qui était imposé par le haut. Je veux dire, en Iran existe ce collectif qui nous fait défaut. À mon avis, si on continue les comparaisons, je dirais que la Russie, qui est l'histoire qui est plus avancée en termes de développement des études supérieures et autres, d'éloignement de la religion, je pense que la Russie est plus tenue par des valeurs familiales, zombies, communautaires, autoritaires, une tradition de l'État, et moins par un sentiment collectif de type national, comme ce qui existe en Iran. Alors, il y a d'autres différences, mais voilà. Donc là, c'est applicable d'une façon relativement simple. Mais contrairement à ce que les gens pensent souvent, le chiisme est beaucoup plus proche des traditions chrétiennes que la tradition sunnite n'est proche du christianisme. Mais il va aussi falloir, j'imagine que, j'ai pas travaillé dessus, hein, mais que l'Inde, donc l'hindouisme, encore un beau système religieux à analyser, sont-ils à... J'aurais tendance à placer comme en l'absence de... Comme le sondage d'opinion n'est pas le bon instrument, moi j'aurais tendance à penser que Ce stade zombie pour vous je pense qu'on l'atteint quand l'indicateur de fécondité passe au-dessous de 2. C'est la question que j'allais vous poser en fait. Donc lien, posez-la alors, voilà. avant que je dise des bêtises. Oui. Voilà, parce que effectivement vous avez déjà fait le lien entre la fécondité et justement ces stades, voilà, où on voit que maintenant la plupart de la planète en fait du coup est passée sous les 2 enfants par femme. On a quelques endroits en fait principalement en Afrique qui continuent d'être au-dessus, mais globalement
c'est en baisse partout, voire en extrême basse fécondité du côté plutôt de l'Asie, en fait, dans une zone plutôt confucianiste. Donc voilà, d'après vous, en fait, quel va être... C'est je sais pas, il y a, il y a évidemment un rapport entre le stade zéro et l'effondrement de la fécondité. Je serais incapable de définir les choses de façon rigoureuse au stade actuel. Euh, je, euh, je peux vous dire dans quel sens s'orientent mes recherches, Oui, allez-y. si vous voulez. Je pense que ça intéressera tout le Parce que monde. le fait de trouver l'Amérique et Trump supérieurement ennuyeux a, a- donne le bénéfice de pouvoir se remettre à réfléchir à l'histoire du monde. Et là, je suis parti dans deux directions qui doivent avoir un rapport que je ne vois pas encore clairement. Donc, il y a cette question fondamentale de l'effondrement de fécondité sur ce qui sera bientôt la majeure partie de la planète. C'est le sujet historique sur lequel, ou de prospective, sur lequel tout le monde devrait être en train de travailler. Euh, donc ça, c'est l'autre direction. Et l'autre direction, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, euh, c'était l'âge de bronze. Mhm. C'est l'âge de bronze, faire de l'histoire profonde. Et, et Est-ce que vous voyez en fait bah, un changement, un basculement bah, aujourd'hui similaire à celui qui a eu lieu je cherche, euh, je, je- je cherche des basculements dans l'histoire de l'humanité d'une ampleur comparable à ce qu'on va vivre ou ce qu'on est en train de vivre. Et là, on a, bon, il y a le stade zéro de la religion, euh, il y a l'éventualité de la crise énergétique, le réchauffement climatique. J'ai fini par comprendre que c'est important. Je veux dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a l'intelligence artificielle, qui est quand même quelque chose, qui d'ailleurs ramène par un biais à la débauche énergétique. Et il y a la guerre, puisque la guerre, mais une guerre d'un genre très particulier, une guerre où, bon, donc c'est clair on est au bord d'un basculement d'une ampleur maximale dans l'histoire de l'humanité. Donc je cherchais ça. Alors il y a un moment donné où j'espère que je ne vais pas choquer. C'est pas. Je suis confronté à l'horreur qu'est le carnage de Gaza, à la férocité imbécile euh, des tentatives de décapitation des adversaires, de l'assassinat politique pratiquées systématiquement par l'État d'Israël, en combinaison avec la CIA. Je reste sur l'idée d'une association entre les deux. Je m'étais dit, je vais travailler sur l'histoire juive dans la longue durée. Dans la longue durée. Oui, parce qu'on voit qu'il y a aussi une forme d'intégrisme religieux, en fait. Voilà, mais en fait, on retrouve les mêmes questions. C'est-à-dire que, alors eux, Israël passe le test de la fécondité, hein, puisque la fécondité est supérieure à 2, et même chez ça fait partie les endroits juifs sécularisés, ou désécularisés, pas pratiquants, la fécondité est à 2, mais c'est un phénomène très particulier, très petit, on en a déjà parlé, et c'est là que je risque de choquer. Je suis arrivé à la conclusion que l'histoire juive ne m'intéressait pas du tout. En fait, je suis d'origine juive. Et c'est
un sentiment auquel je suis arrivé en faisant des histoires encore plus profondes sur l'âge de bronze. Je veux dire, l'âge de bronze est un âge merveilleux. C'est un âge sans antisémitisme. Et c'est un âge sans antisémitisme parce que le peuple juif n'existait pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu d'ethnogénèse. L'apparition d'Israël en tant qu'État territorial, c'est un État de l'âge de fer et du début du Si vous pouvez premier peut-être nous millénaire. rappeler les dates de l'âge de bronze à peu près. Ah, l'âge de bronze, je ne les ai pas complètement en tête, et puis ça varie selon les lieux, mais comptez à la louche, hein, pour se faciliter la tête, vous mettez l'âge de bronze entre 3300 avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, et 1200 avant l'ère commune. D'accord. 2 millénaires. Et puis ensuite, vous avez l'âge de fer. Mais ce qui est vraiment intéressant, si on s'intéresse au décollage de l'humanité, c'est bon, alors la révolution néolithique, c'est très important. C'est l'agriculture, c'est une première révolution en heure. Mais ce qui s'est passé, l'âge de bronze, c'est le décollage de la civilisation. Et alors, C'est les cités. C'est les cités. Non, oui, je vais d'accord, quelque part. C'est l'âge de bronze, c'est les cités, c'est Sumer, c'est la division du travail social, c'est l'invention de la roue, c'est l'utilisation des métaux, de la métallurgie, c'est l'écriture. C'est le début de l'histoire, en un sens, puisque l'histoire, c'est quand on peut écrire. Alors, le particulier, c'est que l'âge de bronze, pour la Mésopotamie, c'est l'histoire, puisqu'ils ont l'écriture, mais en Europe, c'est pas l'histoire, c'est la proto-histoire, parce que l'écriture n'y est pas encore. Et qu'apparemment, le chariot a circulé plus vite région périphérique. que l'écriture. Mais c'est un... Et avec cette particularité que l'âge de bronze a fini, qui avait produit le bronze demande l'association de cuivre et d'étain. Oui. Et le cuivre est relativement fréquent, quoique pas distribué également. L'étain est beaucoup plus rare, il faut les deux. Donc un plein âge de bronze ne peut se concevoir qu'avec des circuits commerciaux très vastes. Et donc ça produit un système globalisé allant du Danemark jusqu'à l'Oural, tout plus ou moins géré par les cités mésopotamiennes, et puis ça finit par s'effondrer. Un magnifique effondrement, dont je comprends toujours pas la cause. Mais regardez, ce qui me fascine. Et alors la religion là-dedans, pour revenir au sujet. Oui. Alors, c'est clair que quand on réfléchit sur ces périodes, d'abord, on est quand même, je suis ramené par un côté au matérialisme historique de mon enfance. Parce que quand vous êtes sur ces périodes, quand vous êtes sur l'utilisation de l'araire, la construction de canaux, l'accumulation d'un surplus agricole qui permet l'émergence des cités, l'invention de la roue, de la différenciation sociale, l'État, la métallurgie, enfin c'est difficile. Les impôts. C'est difficile de fonctionner dans le genre d'univers idéaliste qui était possible quand j'étais jeune. Enfin, entre 30 et 40, quoi. Et on se dit, tous les problèmes sont résolus et maintenant on va juste s'intéresser à la culture, à l'éducation, aux mœurs, au statut des femmes, à ces choses-là. On est quand même ramené au fait que la grandeur de l'histoire humaine, c'est la curiosité appliquée à la transformation des choses de la matière. Donc il y a un côté matérialiste et j'attends avec anxiété l'arrivée dans ma boîte aux lettres de l'ouvrage de Gordon Childe, archéologue marxiste australien qui a opéré entre les années 1920 et 1950 à peu près, indépassable et qui est cité par tout le monde et qui était marxiste en fait, et voilà. Mais
c'est ça qui est rigolo. Je reviens à votre truc. C'est que, donc, c'est lui qui a forgé des concepts de révolution néolithique Mhm. et de révolution urbaine. Donc, les gens essayent de se débarrasser de lui. Avec Gordon Schramm, vous avez l'impression d'un marxisme qui commence à ressembler au sparadrap du capitaine Haddock. On n'arrive pas à Bon, décoller. t'en voles, je ne sais plus combien pour Sydney. Vous voyez, c'est là, j'ai dit, quand même. 714, je crois. Voilà, oui, ça me rappelle quelque chose, c'est rare. Mais quand même, vous trouvez autre chose. Et là, la plupart des bouquins, j'ai tout ressorti avant ce matin. C'est le seul truc auquel j'ai réfléchi avant notre entretien. J'ai ressorti tous mes bouquins sur l'émergence de civilisation, l'émergence de l'État. Et il y a, les grands thèmes de réflexion historico-archéologique, c'était l'émergence de l'État, l'émergence du pouvoir. Voilà. Mais quand même, l'un des résultats de l'archéologie de ces périodes-là, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, c'est que le temple a précédé le palais D'accord. et que la religion a précédé le reste. Et donc, si vous faites de l'histoire profonde et vous remontez à l'âge de bronze, non seulement vous prenez de l'air, vous êtes dans un univers de réflexion, mais vous êtes ramené de façon assez paradoxale ou contradictoire au matérialisme historique Mhm. et Mais au aussi, caractère fondateur de la religion comme capable de fonder les premières grandes collectivités humaines. Mhm. Puisque, bon, facteur civilisationnel, en fait. c'est la capacité à souder un groupe d'une taille suffisante ou d'une taille augmentée qui permet une différenciation des activités, etc. Je n'ai pas du tout résolu le problème. Et alors, quand vous lisez C'est intéressant parce Quand que... vous lisez sur les dieux, sur les panthéons de Sumer, Mhm. que je maîtrise pas encore très bien, ben, vous êtes dans un univers, effectivement, alors là, ça me gêne de le dire pour les croyants actuels, mais je me suis dit, est-ce que c'est tellement moins crédible que le christianisme, en fait, en termes comment dire, de récit religieux des origines. Hein, est-ce que c'est bon, voilà. Mais vous trouvez quand même, associé à ces religions, vous trouvez des notions morales, vous trouvez les notions de justice, d'honnêteté, de vérité. Non, mais ça donne un peu courage parce que quand même, l'une des idées actuelles, ça serait que la morale n'est que religieuse. J'ai déjà évoqué tout à l'heure. Le collectif est toujours religieux, mais je serais plutôt sur la pente d'une morale naturelle que partageaient les chasseurs-cueilleurs. Mais on retrouve la religion à l'origine, et donc, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais on était censé parler de religion, là. Oui, 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 bien sûr. Et ben, Alors, je viens de la retrouver à un endroit inattendu, le temple. précéder le palais. Et Donc, précéder le la palais, et religion donc avant l'État, la en fait. religion est dans la jeunesse de l'État. Oui, alors que c'est contraire à la vision qu'ont des ouvrages plus récents qui expliquent au contraire un petit peu le contraire, en fait, qui partent de l'État en disant, voilà, c'est l'État qui a inventé la religion pour... Ben oui, pour tromper le bas Voilà, peuple. c'est ça, il y a Tout le monde ne dit pas ça. Il y a trop pour les Américains, je crois que c'est Seves Non, mais je pense c'est par exemple Harari, en fait, c'est ce qu'il dit, Yuval Harari, celui qui a fait Sapiens. Celui-là, je n'ai pas encore réussi à le lire. Bah, il a eu un énorme succès en librairie, etc. Mais ouais. globalement, sa thèse, effectivement, si je me souviens bien, je veux pas... mais il me semble que... On en avait parlé, j'avais cité, je dois relire le bouquin de Graeber et Wengro, ou le bouquin Against the Grain, là, de je sais plus quoi, ou d'autres, où
où il y a une vision de l'État prédateur ou d'un État. Oui, voilà, oui, c'est et, aussi un peu. mais il y a et donc on. Ça va Mais, peut-être aussi avec une version de l'État comme contre mais c'est, effectivement je pense que c'est quelque chose. surtout. C'est très libertarien en fait finalement comme. Oui, mais ça peut être. Oui, mais comment dire, euh, c'est. Oui, c'est libertarien, mais il y a des gens qui vont trouver l'émergence de l'État formidable et qui voudront quand même pas voir la religion avant. Mm. C'est-à-dire que on, on- les élites, les gens qui travaillent, qui font de la recherche, sont quand même dans un univers sécularisé, euh, qui était élevé avec l'idée qu'il fallait mettre la religion de côté pour penser sainement. Et c'est quand même toujours un peu pénible de retrouver de l'irrationnel religieux qui semble seul capable d'organiser des groupes humains d'une taille suffisante Mm. pour faire des choses grandioses. Alors c'est intéressant parce que les religions, en fait, du coup, le paganisme qui a été effectivement très diabolisé au départ par le judaïsme, le christianisme, etc. Oui. justement. Mais ça revient un peu aujourd'hui quand on voit justement la communication iranienne. Là, pour le coup, autant ils parlent assez peu de Dieu, d'Allah, mais par contre, ils mettent à fond sur le diable, en fait. Vous avez pas vu Non, mais les petits films en Lego? racontez. Voilà, et en fait, ils montrent beaucoup Baal, en fait. Ils parlent Oui. beaucoup du dieu Baal, hein, qui est à la fois une représentation un peu du veau d'or, du dieu Baal, avec des sacrifices humains, etc. Et donc, voilà, et je Oui, mais pense que là, ça fait référence, du coup, et de Satan, en fait. oui, mais C'est, là, on retombe aussi en plus sur des thématiques antisémites implicites, hein, avec Baal, etc. Bon, mais mais c'était mésopotamien, hein, enfin. non, oui, enfin, non, non, Baal, c'était aussi la Phénicie. D'accord, C'est je vraiment, connais pas. voilà, non, non, mais Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ouais, c'est plutôt cette communication, elle est faite pas tellement dans un sens montrer du coup parler de Dieu, montrer le bien et tout, mais par contre, il montre vraiment Satan, etc. voilà. Alors, Voilà. Baal, je suis pas trop chaud, D'accord. parce que Baal était associé au sacrifice d'enfants. Qui semble avoir été réel dans l'espace carthaginois et phénicien, et dont on a accusé les Juifs, alors que les Juifs sont les premiers qui, au contraire, arrêtaient de pratiquer l'infanticide. Oui, oui, et Et ce puis qui il y explique avait d'ailleurs la les voilà, sacrifices animaux, en fait, voilà, je veux justement. dire, donc vraiment, mais donc Baal, je suis pas trop chaud, mais honnêtement, la réintroduction du concept satanique, d'ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure. Oui, 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 c'est pour ça, ça me fait Cela. penser. Et donc, je veux dire, c'est pas absurde, mais je sais plus où j'ai lu. Est-ce que c'est dans Bouvresse ou autre chose? Je ne sais pas, se moquant ou quelqu'un se moquant des tentatives de démonstration de l'existence de Dieu et disant que avec la beauté des valeurs morales, etc., et que si vraiment on veut faire de la logique en réfléchissant à ce qu'est la planète, ça paraît beaucoup plus facile de démontrer l'existence du diable. D'accord. Oui, en tout cas, ou d'essayer de Ouais. diaboliser son adversaire dans ce cas-là. En fait, c'est un Alors, petit il peu. y a des comportements sataniques, hein. Je veux Après, dire, oui, oui. Et puis alors, quand on est confronté à des dirigeants politiques comme Hegseth ou comme Netanyahou, euh, ou la pratique de la CIA et du Mossad, oui, 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 qui effectivement, pensent que qui disent comme normal et super génial de buter des gens, oui, oui. Et puis quand pour on le voit plaisir, et les. quelque part pour le plaisir de tuer, non, je trouve le concept Ouais, ouais. satanique pas, Qui pas inintéressant, hein, se défend. pas inintéressant. Ok, Il faut, ok. il faut garder l'esprit ouvert quand on parle de religion. D'accord.
Et est-ce que pour vous, par exemple, est-ce que Marcel Gauchet, par exemple, a parlé du christianisme comme la religion, de la sortie de la religion, en fait? Est-ce que pour vous, du coup, c'est lié à ça, en fait? Enfin, ça, c'est que Gauchet est un type important, intéressant. Il y a pas de problème, mais euh, Et c'est aussi la je thèse peux de pas. Girard aussi, De... d'ailleurs. Oui, mais ça vraiment, je pense que à l'âge de, euh, on ne sait pas trop où on va, mais ce qu'on constate, c'est que le monde est globalisé, Oui. pour le meilleur et pour le pire, et qu'il faut se penser sur une planète qui va comprendre le monde chrétien, euh, et en incluant les orthodoxes, sur lesquels je n'ai pas renoncé à travailler, mais il y a l'islam, l'islam qui est dans la même histoire quand même, puisqu'il y a le judaïsme, j'ai pas la même vision, c'est-à-dire je vois je, je- j'espère que je vais pas dire des bêtises, je suis sur des thèmes de recherche, pas sur moi je perçois le christianisme et le judaïsme rabbinique comme une scission du judaïsme en fait. Mhm. Pas, pas, pas comme des régions, des religions vraiment opposées ou séparées. Je je pense pas que le judaïsme rabbinique déterritorialisé soit la même chose que le judaïsme territorial. Voilà, donc voilà. L'islam semble beaucoup plus une copie du judaïsme, en fait. Ça n'a pas le même, c'est le plus tardif, beaucoup plus tardif, et ça n'a pas pour moi, ça n'a pas le même statut, mais c'est quand même la même histoire, c'est les peuples du livre, mais on peut pas, à l'âge de la globalisation, alors que la majeure partie des produits qu'on utilise sont fabriqués en Chine ou hors du monde chrétien, on ne peut pas faire comme si... vous voyez, je pense que je suis dans un trip simultanément religieux et matérialiste. C'est assez curieux. C'est-à-dire, on peut pas faire comme si ce qu'on mange, ce qu'on consomme, ou nos smartphones viennent de la sphère confucéenne, euh, et tous les supertankers actuellement bloqués, 95% sans doute, bloqués dans le détroit d'Ormuz, ont été fabriqués soit en Chine, soit en Corée, soit au Japon. Mhm. D'un côté, l'histoire de la matière, des techniques, etc., de la vie concrète, et puis d'un autre côté, faire comme si la seule chose qui était intéressante sur le plan spirituel et religieux, c'était le christianisme. Mhm. Ça devient absurde. Ça devient absurde. Et en plus, maintenant, le pays le plus peuplé du monde, c'est l'Inde, c'est l'hindouisme, qui est quand même assez intéressant, je dois dire, sur le plan religieux. C'est quand même... euh, euh, donc, c'est pas que j'objecte, que j'ai des objections à la thèse de Gauchet. C'est que je refuse la problématique a priori. D'accord. Je veux dire, c'est pas possible. Ok. Je veux dire, euh, et s'il avait raison, l'histoire des plus pensables. D'accord. Ok, ok. Moi, j'ai une dernière question aussi. C'est effectivement, on voit avec le développement de l'intelligence artificielle, etc., il y a beaucoup de gens qui disent que ça peut devenir une nouvelle religion, en fait, que voilà, beaucoup de gens vont comment dire, voir l'émergence d'une sorte de démiurge de ce côté-là. Est-ce que vous pensez que ça peut du coup devenir quelque chose ou est-ce que vous pensez que Là, je sais pas. Moi, je m'amuse. J'ai commencé à m'amuser avec l'intelligence artificielle, à faire des tests. Je peux raconter les tests que je fais. Allez-y, allez-y. J'ai pas du tout une vision simplement négative, hein. Donc, parce que c'est un instrument de travail très utile, très utile quand on a fait de fortes études et travaillé sans intelligence artificielle pendant un demi-siècle. Oui, c'est un peu le problème. C'est très utile, c'est très utile. Moi, j'ai été vraiment, le truc qui m'a vraiment accroché, c'était
j'ai posé la question, cher ChatGPT, c'est pas de la publicité, c'est juste j'ai commencé là-dessus, je suis un peu routillé. Euh, Si vous aviez existé au XVIe siècle, et si je vous avais posé la question, est-ce la Terre qui tourne autour du Soleil Ah, c'est ou intéressant. le Soleil qui tourne autour de la Terre? Réponse ChatGPT, toujours un peu flatteur. Question très intéressante. Question très intéressante. Et euh, si un instrument tel que moi avait existé au XVIe siècle, et bien que Nicolas Copernic ait déjà proposé son modèle d'une Terre qui tourne autour du Soleil, Héliocentrique. voilà, dans la mesure où les croyances communes de l'époque étaient à l'opposé, Il aurait il est à peu reflété. près certain Mm. qu'il m'aurait dit que le Soleil tournait autour de la Terre. Mais je vous assure, ce n'est pas vrai, etc. Et il conclut, il dit, c'est une question très intéressante car elle permet d'évaluer les possibilités Oui, parce qu'il se d'un base en instrument, fait d'un sur, instrument, d'un instrument tel que moi qui ne peut pas avoir d'idée. Donc j'étais totalement séduit. Je me suis dit, voilà, une aide au travail qui ne va pas me faire de concurrence. Et alors, j'ai fait une deuxième expérience qui va nous ramener au sujet, là, en fait. C'est, j'avais lu Bouvresse le matin, dans la chaumière bretonne. J'ai vu dans les commentaires de nos émissions qu'un visionneur à l'esprit aigu m'avait qualifié d'actuellement le plus grand intellectuel breton. Donc, j'en remets une couche. Et, je demande à ChatGPT de me faire une analyse de quelle est la... C'est pas du narcissisme, c'est parce que je connais très bien mon travail. Et donc, si je pose des questions sur moi-même à ChatGPT, je serai dans une très bonne situation pour pouvoir le juger. pour pouvoir le juger. C'est donc, je pense, euh, contrairement à ma mère qui disait à propos de n'importe quoi, prenons un exemple au hasard, moi, là, j'avais de bonnes raisons. Et donc, je dis, quelle place occupe la religion dans la représentation de l'histoire d'Emmanuel Todd? Alors, il fait un topo très bien, etc. Alors là, il est formidable. Il me dit, voulez-vous que je compare la pensée d'Emmanuel Todd à celle d'Émile Durkheim, Ah. Marcel Gauchet, Max Weber, alors là ensuite j'étais un peu perturbé, Alain Finkielkraut. C'est Alors, chercher l'intrus. voilà. Alors, et donc je réponds Durkheim s'il vous plaît. Et il me dit, C'est bien d'être comparé à Durkheim. ouais, mais en fait, il me dit, Emmanuel Todd est très proche d'Émile Durkheim, mais il est plus pessimiste sur la capacité, je pense, des êtres humains à remplacer la religion par quelque Mais chose. c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Mais là, oui. c'était surtout la conclusion à laquelle j'étais arrivé le matin. Ah. C'est-à-dire que... En lisant, il a lu dans vos pensées. En lisant Mauvresse, non, ça veut dire que si je lui avais posé la question, il aurait lu en moi avant que je lise en moi. Alors ensuite, j'étais rassuré, parce que là, il m'a fait du teasing. Il fait un truc genre, voulez-vous que je compare la place de la religion et des structures familiales dans l'œuvre d'Emmanuel Todd. Et il ajoute, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, j'étais accroché là. Bon, là, il s'est complètement planté. Ah oui, d'accord. Ça n'avait Ça n'avait plus rien à voir. ni queue ni tête. Ah ouais. Et le vrai danger est là, c'est un instrument de travail fantastique. Vous lui avez mis une mauvaise note. Voilà. Et puis alors, je pourrais aussi te parler de mes conflits avec ChatGPT. Ah ben, on en a tous, je pense. Ouais. Voilà. Non, parce que là, je veux dire, le plus beau, il avait une interprétation fausse de mon bouquin sur la chute de l'Union soviétique, la chute finale. Et à la fin, je lui ai dit, mais non, le début dit ça. Et j'ai ajouté, et je suis Emmanuel Todd. C'est drôle. Et là, il a cané.
Et puis ensuite, je lui demande de comparer ma vision de la famille nucléaire originelle et la vision de la famille nucléaire originelle dans Westermarck, qui était un anthropologue finlandais que j'ai lu après avoir a écrit L'origine des systèmes familiaux et qui parle aussi de la famille nucléaire comme originelle à l'homme, à l'espèce Homo sapiens. Et donc là, il me répond un truc du genre, oui, on pourrait croire qu'ils sont d'accord, mais en fait, c'est très différent. C'est pas vrai, parce que la vision de Westermarck est sociobiologique, et la vision des etc. Et là, je lui dis, mais je suis Emmanuel Todd, et je suis complètement d'accord avec Westermarck. Bah, maintenant, Et il là, le sait, du coup. il n'a pas lâché. Là, il m'a expliqué que j'avais tort d'être d'accord. Voilà. Mais Il essaye de vous, voilà. de Mais vous influencer. mais j'ai peur. Donc, au stade actuel, le sentiment que j'ai, c'est pas tellement des problèmes de croyance comme ça. C'est que les utilisations vont être très variées, que ça va être un instrument de travail fantastique pour les gens qui sont intellectuellement formés, et que ça va créer comment dire, une sorte de magma conformiste, moyennisé pour la majorité des populations. Ça devrait contribuer à l'émergence d'une société polarisée, Très inégalitaire, hein. polarisée comme on en a rarement vu. Mm. Mais là, je sais pas, je vois pas de concept religieux. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on peut finir l'entretien là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas donc à mettre un pouce, à mettre un commentaire et à la partager autour de vous. Et on se retrouvera bientôt pour... Moi, je suis tellement heureux de pas avoir parlé. Enfin, On a quand même un peu parlé de Trump. oui, mais d'une façon, Voilà, mais en tout cas, je voilà, on dirais, va pas d'une façon, commenter je dirais, l'actualité au jour le jour. suffisamment méprisante. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Todd. On sera de retour pour une nouvelle émission. En attendant, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, vous pouvez faire des dons également pour aider la chaîne et à la partager autour de vous, à en parler, vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux, vous pouvez en parler à vos amis, leur envoyer, etc. Et nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau sujet thématique. Merci beaucoup, Emmanuel Todd.